Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque nous allons parler de l'événement qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours, l'UTMB 2022, lors duquel j'étais présent sur place et j'ai souhaité, à la suite de cet événement, faire un débrief avec deux personnes qui étaient sur place. L'une d'entre elles est présente depuis les 19 éditions, en la personne de Fred Bousseau, qui est rédacteur en chef numérique du magazine Trail Endurance Mag, et Florian Kunkler, qui est journaliste à l'équipe et qui a été présent également cette année sur place et depuis plusieurs années aussi. Nous allons débriefer au niveau des chiffres, au niveau des performances, au niveau des résultats des différentes courses, mais on va s'axer plus principalement sur l'UTMB. On va faire un débrief de ce qui s'est passé et puis on va parler plus généralement de cette édition 2022, du succès médiatique, de la suite de l'UTMB World Series et de bien d'autres sujets. Juste avant de commencer, je voulais saluer les nouveaux Patreons qui font partie de la communauté et je vais citer Sophie Charlot, le mystérieux Papa Biou trailer dont on ne connaît pas l'identité, Lisa Louvio, salut Lisa, et Arnaud Caille. Je vous remercie toutes et tous de soutenir le LTP et de faire en sorte que cette communauté grandisse, cette communauté de trailers et de trailers bienveillants. Allez, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de ce débrief de l'UTMB 2022 avec Fred Bousseau et Florian Kunkler. Je suis avec Monsieur Fred Bousseau et Florian Kunkler. Salut messieurs, comment allez-vous ? Eh ben moi ça va, je te laisse parler Fred, mais moi ça va très bien. Bonjour tout le monde. Ben, moi aussi ça va un petit peu mieux après ce week-end éprouvant, mais écoute, on a toujours le beau temps ici dans la vallée de Chamonix et c'est plutôt pas mal, ouais. Alors on vient tous les trois de revenir de Chamonix puisque l'UTMB vient d'avoir lieu. Florian, est-ce que tu pourrais te présenter ? On s'est croisés sur la semaine de l'UTMB là. Est-ce que tu pourrais pour les auditeurs qui te connaissent pas, te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi je suis journaliste depuis une quinzaine d'années maintenant. J'écris pour différents médias et depuis 7 ans pour l'équipe où j'ai intégré l'équipe de la rubrique Adrénaline qui travaille sur les sports outdoor couverts par l'équipe. Et du coup, je m'occupe désormais plus particulièrement du trail, puisque on lui donne de plus en plus de place sur nos supports, on va dire sur les supports de l'équipe, et ce depuis 7 ans environ. D'accord. Ouais, on va rentrer plus dans le détail sur cet aspect. Effectivement, l'équipe a été choisie comme média principal pour rediffuser l'événement. Et puis, comme on en parlait tous les deux ensemble lors de l'événement, tu me disais qu'il y a quelques années, il y avait un article à écrire pendant tout l'UTMB. Et là, aujourd'hui, vous êtes à 3-4 articles par jour, il me semble. Donc toi, tu es plutôt sur la partie écrite. Ouais, bah effectivement, quand la première fois que j'ai couvert l'UTMB pour l'équipe, c'était en 2015. Et en 2015, effectivement, de mémoire, il y a un papier qui est sorti et pour être tout à fait précis, c'était un inside sur une des courses à laquelle j'ai participé. Alors ça ne veut pas dire évidemment que le trail n'avait jamais été couvert dans l'équipe avant ça. Ça avait été couvert, plus à la faveur d'opportunités, d'angles particuliers, etc. Disons que je pense que 2015-2016, ça marque vraiment le début d'une couverture plus sportive du sport par le site web de l'équipe. Effectivement, on était là sur cette édition moi je crois que j'ai écrit une quinzaine de papiers dans la semaine et j'étais pas tout seul, j'étais avec une collègue. Donc ouais, grosse avancée et voilà, ça se retrouve aussi dans les chiffres dont j'ai eu un aperçu aujourd'hui où il y a eu de très 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 belles audiences. Je peux pas les donner dans le détail, mais déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 40% de plus de pages vues de cette année versus l'année dernière. Alors c'est l'effet record Kylian Jornet, etc. Le papier sur la victoire de l'UTMB, c'est le papier le plus lu de la rubrique Omnisport de l'équipe de la semaine. Donc voilà, ça montre un engouement
je pense qu'on y reviendra, mais certain pour les disciplines. Et toi, de ton côté, donc tu es un vrai, tu as participé à plusieurs épreuves de l'UTMB. Ça fait des années que un peu moins longtemps que Fred, parce que je crois que Fred a participé à toutes les épreuves de l'UTMB. Donc tu es quand même un journaliste qui connaît le trail vraiment et qui fait partie du milieu depuis plusieurs années quand même. Effectivement, je me comparais pas à Fred qui est dans le milieu depuis très longtemps et moi, ça fait, je pense, ça fait 7 ans, on peut dire que je m'intéresse vraiment en profondeur au milieu, que je le couvre toute l'année. J'ai, en tant que coureur absolument amateur, j'ai participé à toutes les courses de l'UTMB et puis, si ce n'est la PTL et à d'ailleurs beaucoup d'autres ultras un peu partout dans le monde. Mais effectivement, je me compare pas à Fred qui est là depuis bien plus longtemps et qui sait bien plus de choses dans l'absolu sur ce milieu-là. Alors Fred, je viens de le dire à l'instant, tu as participé à toutes les éditions de l'UTMB, 19 au total. Même l'année dernière, tu étais sur place lorsque l'édition a été annulée. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton impression sur l'édition de cette année? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux 19 années précédentes? Alors oui, j'ai fait toutes les éditions, même celle, pas de l'an dernier, mais celle de 2020, qui avait été annulée et où j'avais accompagné une partie de l'équipe de l'UTMB qui avait... exact, oui. C'est 2020. C'est 2020, pardon. Qui avait qui avait fait le parcours, notamment David Poletti, Michel Poletti, Antoine Aubourg et d'autres. Et j'étais aussi à l'arrivée et au départ du défi de Pau-Capelle de Breaking 20, le premier. Puisqu'il a retenté cette année sans réussite. Mais oui, j'ai vécu toutes les éditions, j'ai fait les courses qui sont l'OCC, la MCC. Moi, je suis pas du tout dans le monde de l'ultra. Je pense que j'en suis pas capable et pas du tout attiré. Mais après, oui, j'ai participé de l'édition 2003 à l'édition 2022 non-stop. Voilà. Alors pareil, en montant crescendo, la première édition. J'étais quasi tout seul avec Catherine Poletti à côté de la poste sous la pluie. Elle était sous mon parapluie et avec sa poêle à frire pour biper les dossards. Et puis aujourd'hui on voit ce que l'événement est devenu. C'est juste incroyable. Moi je trouve ça fantastique. À la fois pour le milieu, la preuve aujourd'hui, comme le dit Florian, l'équipe ils sont arrivés en 2015 à s'y intéresser, un papier. Aujourd'hui l'équipe est partenaire de l'événement, partenaire média au même titre que nous. On a les deux partenaires médias qui sont l'équipe et Trail Endurance. Donc oui, c'est une montée en puissance qui est incroyable. Donc, mais je crois que tu as prévu qu'on y revienne pendant ce petit échange. Tout à fait. J'aimerais bien, si vous voulez, qu'on s'organise de la manière suivante. On va faire un petit débrief des différentes courses de l'UTMB, donc que ce soit TDS, CCC, OCC, et puis un petit peu MCC, ETC aussi, pour rappeler un petit peu les résultats. Et puis on va quand même s'axer majoritairement sur l'UTMB, tout d'abord dans un premier point sur l'aspect plutôt sportif. Et après, on va élargir un petit peu le sujet sur l'UTMB côté événement, parler un petit peu de tout ça. Donc, j'aimerais bien redonner les résultats de la TDS. Je rappelle, sur les traces des Ducs de Savoie, le 145 km et 9100 D+. Et donc, c'est Ludo Pomeré en 18h37, suivi de Joaquin Lopez, l'équatorien, Elias Kadi, le français. Côté féminin, c'est Martina Valmasoy en 22h42, Claudia Tremps, l'espagnole, et Katharina Hartmut, l'allemande, qui est arrivée troisième. Florian, ton petit retour sur cette course-là en particulier. Ouais, alors c'est des résultats intéressants. Alors clairement, il y a la très très belle prestation de Ludovic Pomeré. Qui fait une course alors que moi je dirais à son image il part raisonnablement et il remonte petit à petit jusqu'à s'imposer d'ailleurs avec une certaine marge, j'ai plus en tête exactement avec combien de minutes d'avance il arrive, mais il s'impose largement. 47 ans, Ludovic Pomeré qui est encore capable de gagner une TDS après avoir gagné la Diagonale des Fous l'année dernière. Et rappelons-le, l'UTMB en 2016, avec un scénario de course d'ailleurs qui est comparable, où il pointait au-delà de la 50e place en 2016 au Chapieux.
Et puis il avait fini par s'imposer sur une édition complètement caniculaire. Donc ouais, encore une très 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 belle prestation du Français Ludovic Pommeret, et qui montre que effectivement en ultra on peut gagner à 20 ans et à 47 ans, ce qui reste une donnée hyper intéressante. Et puis une victoire pour Martina. Alors Martina, c'est un profil particulier, hein, si certains d'entre vous la connaissent. Donc c'est une ancienne athlète de haut niveau en ski alpinisme, notamment aussi en trail, mais qui a son sport principal, c'était quand même le ski alpinisme, en équipe d'Italie. Elle a fait des bons résultats tout au long de sa carrière sans avoir jamais non plus remporté de grandes courses, que ce soit en ski alpi ou en trail. Bon, elle a gagné la Sella Ronda quand même en ski alpinisme, ce qui est une très belle performance, mais voilà, elle était presque reconvertie. Elle est également photographe et community manager pour particulièrement pour le team Salomon, mais pas seulement. Elle était presque sortie du circuit sans le quitter complètement. Puis elle a décidé de se réentraîner fort, et puis elle est revenue sur plus long, et voilà, ça a payé. Donc une belle victoire de Martina, ouais. Très bien. Fred, de ton côté, qu'est-ce que tu peux en redire de cette édition? Alors, il me semble, j'ai entendu dire, toi qui sais un peu les dessous là, du TMB, que ça serait peut-être éventuellement la dernière édition de la TDS. Tu confirmes? Alors, j'ai pas d'infos officielles là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde le schéma UTMB World Series, où l'an prochain Chamonix sera finale, on se rend compte qu'en fait aujourd'hui ils proposent 4 formats qui sont clairement identifiés: 20K, 50K, 100K et 100 miles. Et la TDS qui faisait 125, qui maintenant fait 147 km, n'est pas dans un des formats proposés, donc elle rentrerait pas dans les finales. Après, est-ce qu'ils vont la maintenir en événement un peu atypique, comme existe la PTL, comme existe la MCC? Voilà, je n'ai pas la réponse. La seule chose qu'on peut supputer, c'est qu'ils vont tout faire pour, puisque c'est quand même aussi une grosse manne financière en termes d'inscription et d'intérêt des territoires et d'intérêt des coureurs, puisque c'est une course, c'est sans doute la course la plus difficile, puisque comme le disait Florian, c'est Ludo Pommeret et Martina Balmassoy, donc on y reviendra aussi, mais c'est 2 skieurs alpinistes qui s'imposent, donc 2 montagnards, donc important. Et quand on regarde le temps de course de Ludo Pommeret sur 145 km et 9005 de dénivelé, c'est quasiment le temps de course de Kilian sur 25 km de plus à l'UTMB. Donc c'est une course qui a sa place, c'est une course qui a son intérêt dans le paysage. Est-ce qu'elle a encore sa place à l'UTMB? Il faudra leur demander et il faudra peut-être attendre la fin de l'année pour avoir la réponse. Très bien. Bon, comme je le disais tout à l'heure, on va pas s'éterniser sur les courses hors UTMB, parce que voilà, ce que nous mettons en avant tout, c'est l'UTMB. Mais je trouvais intéressant de rappeler tous ces résultats. Donc sur la CCC, le 100 km et 6110 mètres de dénivelé positif. Chez les hommes, on a Peter Engdahl, le Suédois, en 9h53, Jonathan Albon, l'Anglais, Andreas Reiterer, l'Italien. Et chez les femmes, on a Blandine Lirondelle en 11h40 pour son premier 100 km, Soumaya Bouddha, la népalaise, en 11h45, et Abby Hall, l'américaine. Florian, pareil là, même exercice, est-ce que tu peux nous donner ton retour? Je vais essayer d'être plus court du coup. Alors sur SCC, il y avait un favori évident, on en parlait avec Fred justement, qui était Jonathan Albon, le Britannique. En tout cas, sur le papier, c'était lui le très très grand favori. Et puis on a vu Peter Engdahl qui crée un peu la surprise entre guillemets. Alors comme souvent, si on parle à son entourage, ce que j'ai fait par la suite, on se rend compte que c'est pas tant une surprise que ça. D'ailleurs, Peter est dans le circuit depuis longtemps. Il était sur des formats un peu plus courts quand il était dans son team précédent là avec chez Salomon. Il s'essaye sur plus long là désormais. Moi ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il avait vraiment fait de la CCC sa course de la saison à l'exclusion d'autres épreuves, et qu'il avait vraiment préparé ça pendant un an proprement. Donc il a rendu une belle copie, parce qu'il est parti seul,
quasiment seul en tête assez tôt pour finir tout seul devant. Donc ouais, on peut lui tirer notre chapeau. Et puis Blandine qui alors voilà, qui faisait son premier 100, alors qui a sué un peu sur la fin parce qu'elle a résisté vaillamment au retour de la népalaise Soumaya, si je dis pas de bêtises. Soumaya. Soumaya, mais voilà, qui est resté en tête et qui est parvenu à s'imposer. Donc très bien, ça faisait une deuxième victoire française sur une des courses de l'UTMB, c'était sympa. Fred, de ton côté, un retour sur la CCC sur cette année? Pas grand chose à ajouter à l'analyse de Florian. C'est vrai que Peter Engdahl, on l'avait vu du côté de la Maxi Race où il a pris une deuxième place derrière Jonathan Albon. Jonathan Albon, il a fait de sa saison aussi un objectif de la CCC. Il est tombé sur un os. C'est vrai que lui avait fait Strandafjord au début août en Norvège, une manche des Golden. Alors ce qui est marrant, c'est que les deux coureurs s'entraînent avec Kilian, puisque en Norvège, Jonathan court avec Kilian, s'est entraîné avec Kilian avant Cerzinal, et 4 jours avant l'UTMB, Peter Engdahl a fait une dernière sortie autour du Buet et du Cheval Blanc de 35 km avec Kilian. Donc voilà, c'est aussi des petits clins d'œil qui sont sympas de voir que les coureurs peuvent aussi s'entraîner ensemble. Voilà, Jonathan, il m'a aussi dit qu'il avait fait de son objectif d'aller défendre son titre de champion du monde du côté de la Thaïlande. Donc là, il est tombé sur plus fort que lui. C'est vrai, comme le dit Florian, il a mené la course de bout en bout. Et puis du côté féminin, je crois que Blandine est la plus forte actuellement sur ces formats-là. Voilà, sur 80-100 km, c'est la meilleure au monde. Elle a confirmé là où on l'attendait et maintenant objectif probablement championnat du monde aussi pour elle du côté de la Thaïlande. Alors tu dis qu'on l'attendait, mais elle avait pas tellement d'expérience sur aussi long, me semble-t-il. Elle avait fait une épreuve aussi longue du côté de la Réunion. Je crois qu'elle avait fait le Bourbon, mais avec son compagnon Mathieu, donc dans des temps beaucoup plus longs puisqu'ils avaient fait ensemble. Donc elle avait un peu l'expérience de passer beaucoup de temps en montagne, mais pas de le passer à ces allures-là. Donc c'est vrai qu'elle a plutôt bien réussi pour un coup d'essai. Et puis on sait que la CCC, c'est un peu le tour de l'avenir, c'est le tour de l'avenir au Tour de France. Donc c'est un peu le tremplin vers l'UTMB. Donc il serait pas étonnant de voir d'ici 1 an ou 2 Peter Engdahl sur l'UTMB et Blandine Hirondelle sur l'UTMB. Il me semble que c'est 2 records à la clé, hein. Bon, Peter Engdahl forcément à moins de 10 heures, donc plus de 10 km à l'heure sur 100 km et 6000 de dénivelé, donc c'est juste stratosphérique. Blandine, c'est aussi un record, non, me semble-t-il, du circuit, enfin du parcours? Alors c'est des temps références. Moi j'ai toujours du mal à parler de records sur l'UTMB. Encore cette année, là j'ai reçu des analyses avant-hier de parcours. Entre 2020 et 2021 et 2022 où on annonçait plutôt le même parcours. Déjà avant les contamines, il y a une petite boucle en moins qui fait à peu près 800 mètres et 150 mètres de dénivelé qui n'existe plus cette année. Donc voilà, on peut jamais vraiment comparer tous les chronos. Alors je pense que pour la CCC c'est plus facile parce que forcément c'est 2 fois moins long le parcours presque. Mais en tout cas, pour l'UTMB, si on doit y revenir, c'est vrai que cette année, le temps est désormais le nouveau temps référence, mais pas le record absolu puisque c'est compliqué. Voilà. D'accord. Je voulais juste effectivement appuyer ce que dit Fred. On parle souvent de record et nous-mêmes, on titrait le record parce que c'est un raccourci, mais c'est effectivement un raccourci avec ce qu'on oublie derrière. C'est-à-dire, je suis absolument d'accord avec Fred. On peut parler de temps de référence, mais les parcours changent, les conditions d'une année à l'autre ne sont jamais les mêmes et influent énormément sur le déroulement d'une course, que ce soit la météo, que ce soit le sol, est-ce qu'il est gras, est-ce qu'il l'est pas. Et puis là, cette semaine, faut pas oublier que les conditions étaient quand même particulièrement bonnes, même s'il a fait un peu chaud sur certaines courses. Les conditions, en tout cas sur les courses de fin de semaine, à part quelques pluies, mais qui étaient pas si abondantes, elles étaient quand même particulièrement favorables à ce que ça court vite et que ça avance vite. Très bien. Merci pour la mise au point, c'est très clair. Allez, on termine sur l'OCC, les 55 km et 3500 D+.
Chez les hommes, on a Manuel Merillas en 5h18, Antonio Martinez Pérez, l'Espagnol, et Robbie Simpson. Chez les femmes, on a Sheila Aviles en 6h10, Nouria Gil Clapera et Dani Moreno, l'américaine, 1 minute plus tard, Nouria Gil. Fred, petit débrief à chaud là sur l'OCC. C'est ce qu'on a titré aussi, c'est la mainmise sur des Espagnols, parce que 2 Espagnols aux 2 premières places sur cette épreuve. Donc ça confirme encore une fois que c'est plutôt, on l'a dit tout à l'heure, Blandine, Ludo, les nations européennes qui sont encore les nations fortes sur cette UTMB, ou les Américains. Donc on reste vraiment avec 3 nations qui sont fortes, Espagne, États-Unis, France, qui arrivent à s'imposer depuis de nombreuses années sur l'UTMB. Moi, juste le petit clin d'œil, c'est que Robbie Simpson, finalement, il y arrive pas. 4 fois 2e à Cerzinal, 2e l'an passé, 3e cette année. On a l'impression que c'est vraiment le pouli d'or et celui qui a la scoumoune sur les courses, parce que même s'il a remporté des grosses courses et qu'il a un gros palmarès sur les gros événements médiatiques, il n'arrive pas à avoir la victoire qu'on attend pour lui. On voit que on a 3 Français au 4e, 5e et 6e place, avec Arnaud Bonin, Paul Matou et Nico Martin. Donc pour les hommes, chez Florian, est-ce que tu peux débriefer de ton côté aussi? Alors bon, je vais pas beaucoup parler parce que moi j'ai pas suivi la course, j'ai couru. T'as couru, oui. J'ai randonné l'OCC, donc j'ai pas vraiment suivi. La seule chose que oui, en tout cas en tête de course, sont des athlètes qu'on connaît bien sur les formats un peu plus courts, sur les formats marathon, sur les courses de la Golden Trail Series notamment, que ce soit Sheila ou Manuel. Et donc c'est pas particulièrement une surprise de les voir gagner là sur ce type de format. Effectivement, il y a des Français qui étaient pas loin du podium. Ça a été un peu juste, mais voilà, c'était pas loin du compte. Mais voilà, malheureusement, je peux pas beaucoup plus m'exprimer n'ayant pas suivi la course en détail. Il y avait un énorme plateau, il me semble aussi, sur cette OCC. C'est le cas, tous les ans. J'ai l'impression que même l'année dernière, c'est très très relevé, cette course-là. Fred? Ouais, alors c'est très relevé, et j'en parlais encore ce matin. On est à la croisée des chemins, en fait, un peu sur cette épreuve qui est très importante pour les coureurs, pour les teams, pour la visibilité médiatique de tous ces gens-là, des marques. Mais en fait, on est aussi proche des formats golden et des formats autres qui peuvent attirer les coureurs. Mmh. On se rend compte que c'est aussi la course sur laquelle il y avait le plus de forfaits, ou le plus de gens qui ont abandonné dans les grands favoris. On sait que il y a une grosse hécatombe, que ce soit Bart, que ce soit Julien Rancon, je crois qu'il y avait aussi, il y avait plusieurs athlètes qui ont déclaré forfait, Fred Tranchant, parce que forcément ils sont en conflit de circuits, conflit beaucoup de courses, et voilà, c'est aussi un des gros enjeux, je pense, de ce sport des 5-7 prochaines années jusqu'en 2030, d'essayer de structurer ce fameux calendrier et ces fameux circuits pour qu'on arrive à ce que le jour d'une finale des Golden, le jour d'un championnat du monde, le jour d'une OCC, on est tous les meilleurs au rendez-vous sur la ligne de départ, et qu'on subisse pas comme ça des hécatombes de forfaits. Quelques-uns ont eu le Covid, mais on sent qu'il y avait quand même peut-être une fragilité physiologique liée à beaucoup de courses, à beaucoup d'entraînements, à beaucoup de voyages. Donc ça, c'est l'éternel débat de la programmation des saisons et de l'entente de tout ce petit monde. C'est la grande difficulté du trail, c'est qu'on aurait envie, comme dans d'autres sports, d'avoir une saison dense avec un circuit de référence et puis des athlètes qui sont alignés tous les week-ends pour pouvoir vraiment raconter une histoire. Et à la fois, le trail, c'est pas non plus un sport comme les autres, c'est un sport plus traumatisant, c'est souvent des durées d'épreuves plus longues que sur d'autres disciplines, et on peut pas enchaîner comme ça les marathons en montagne toutes les semaines. Donc voilà, il y a cet éternel effectivement conflit entre le souhait de certains, qu'ils soient athlètes, organisateurs, médias, marques, de voir des courses denses, disputées et de très haut niveau, et puis la réalité physiologique des athlètes qui fait que on peut pas tous les week-ends se frapper un marathon en montagne et être performant et ne pas se blesser. Très bien. Et un élément qui va bientôt
faire parler. Hein. C'est dans la continuité de ce que dit Florian et ce qu'on disait, c'est que en fait, ce qui va être révélateur de cette situation fin octobre, c'est que fin octobre, on se retrouve avec 5 événements majeurs aussi. Il y a la Grand Raid de la Réunion, une épreuve mythique, 30 ans cette année, la présence de Courtenay, la meilleure au monde sur Ultra, la présence de François Den. Donc, il y aura beaucoup de médias là-bas pour aller assister à ce duel. En même temps, il y aura les Templiers, une épreuve mythique française qui a écrit les grandes heures du trail en France. Une semaine après, ou 10 jours après, on a les championnats du monde en Thaïlande avec une équipe de France, donc forcément qui va déshabiller toutes ces épreuves. On a aussi la finale des Golden Trail Series à Madère dans le même temps, et on a une épreuve du côté des Canaries, la Transvulcania, qui est une épreuve du circuit UTMB World Series. Donc on se rend compte que tous ces circuits, que ce soit le circuit I2AF avec le championnat du monde, le Golden Trail Series, l'UTMB et les épreuves, on va dire ancrées, qui sont les piliers de la discipline, et ben fin octobre, tout ça se télescope. Et puis, en fait, il y a une dilution du niveau. Alors, voilà, il y en a qui iront au Golden, il y en a qui iront pas en équipe de France, il y en a qui iront à La Réunion, il y en a qui iront au Templiers, il y en a qui iront, je crois même qu'il y a une finale des manches de skyrunning, des Skyrunning World Series, quelque part, je sais même plus où. Enfin, voilà, c'est le vrai élément clé, à la fois pour avoir une lisibilité du sport, mais aussi pour préserver les athlètes. Parce que, comme le dit Florian, on peut pas enchaîner, depuis un marathon du Mont Blanc jusqu'à des championnats du monde, en passant par des OCC, des Cirzinal. Un ou deux le peuvent peut-être, tous le peuvent pas. On en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble sur trail et organisation internationale. Effectivement, c'est très compliqué. Très compliqué. J'aimerais revenir avant de passer à l'UTMB sur les vainqueurs de la MCC, hein, la MCC qui est la course qui part de Martigny, qui arrive à Chamonix, qui fait je crois 40 et quelques kilomètres. On a Ludwig Fernandez et Candice Fertin chez les femmes, donc deux Français, un Français et une Française qui ont remporté l'épreuve. Sur l'ETC, la nouvelle course qui fait 15 kilomètres et 1300, on a Jeanne Marguerite. Salut Jeanne, l'Espagnole, qui a remporté l'épreuve chez les hommes, et Ikran Rarsala, la Marocaine. Petite réaction sur ces deux courses, messieurs. Alors moi, la MCC, honnêtement, j'ai assez peu suivi parce qu'on n'a pas écrit dessus à l'équipe. J'ai noté la belle petite performance de Baptiste Elmenreich, également skieur alpiniste chamonniard qui fait deuxième chez lui, donc coup de chapeau pour Baptiste. En ce qui concerne le TC, alors à ma connaissance, c'était une première, un format de course très court, 15 km et 1300 mètres de dénivelé, donc qui est un peu, on va dire, en décalage avec ce qu'est l'UTMB et le reste des courses de l'UTMB. Mais on voit que malgré tout, quand on regarde le podium, notamment chez les hommes, les athlètes ont répondu présent. Yann Marguerite qui gagne, Rueda, le japonais qui est deuxième, et puis Maximilien Drillon, qui est également un skieur alpiniste. Il y en avait vraiment partout des skieurs alpinistes belges, très performants sur le circuit SMF. On voit que c'est un podium de grande qualité. Donc finalement, ma conclusion, c'est que l'UTMB lance une course et certains des meilleurs du monde répondent présents dès la première année. Donc ça en dit long sur la puissance et la renommée de l'événement dans le milieu, quoi. Ça sera, Fred, le TC une finale l'année prochaine en 2023 où on n'aura que l'UTMB, la CCC et l'OCC? Non, c'est identifié comme, je crois, étant probablement une finale du format 20K. 20K, ouais. Mm-hmm. D'accord. Petite réaction, Fred, sur l'une des deux courses? Non, moi j'ai pas non plus suivi, et c'est vrai que c'est la MCC, c'est souvent une course un peu plus populaire. C'est la course qui est réservée aux bénévoles, aux partenaires, aux gens du pays, donc et puis aux coureurs qui ont pas forcément envie d'aller sur les grandes épreuves. Mais les dossards sont d'abord la priorité de ce public-là. Voilà, c'est une course qui est très agréable, où il y a une bonne ambiance, parce que c'est vrai que ça se tire peut-être moins la bourre. Voilà. Après, sur le TC, j'y étais pas non plus, donc je peux rien dire de spécial là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué aussi pour nous
traverser, d'aller en Italie et sur Courmayeur tout le temps. C'est aussi, moi cette année, j'avais fait des choix de moins circuler, voilà, parce qu'il faut faire attention à cette vallée. Hein, ça va être un vrai problème et des vrais enjeux des années à venir. La fréquentation de la vallée à cette époque de la saison, à la fois en stationnement mais en pollution. Donc ouais, j'avais fait le choix de pas circuler partout. Voilà. Très bien. On en a parlé un petit peu en off. On note quand même une vraie différence de couverture médiatique entre toutes les courses dont on vient de parler, hein, on va dire entre guillemets un peu secondaire, sans être péjoratif, et l'UTMB qui est l'événement phare. Vous, en tant que média, vous constatez vraiment une différence de couverture sur place des médias du trail? Bah, je pense que la situation est peut-être un tout petit peu différente, quoique entre un support spécialisé comme celui de Fred et puis un gros média comme l'équipe. Nous, c'est sûr qu'il y a une différence énorme dans les attendus entre un UTMB avec l'affiche qu'on a connue et puis les autres courses, et les audiences d'ailleurs le vérifient. Hein, nous, les audiences sur l'intégralité des courses de l'UTMB, enfin sur toutes les courses de l'UTMB sauf l'UTMB, elles se chiffrent en dizaines de milliers de pages vues. L'UTMB, elle se chiffre en centaines de milliers. Donc c'est sûr que c'est quasiment une audience parfois x10. Du coup, clairement, on est beaucoup plus attendu sur l'UTMB que sur d'autres courses. Ça reste cette course que le public, on va dire, un peu généraliste, qui aime l'outdoor ou la course à pied, mais qui n'est pas spécialiste de trail, connaît. À contrario d'une TDS, d'une CCC ou autre. Donc clairement, nous, il y a une grosse différence dans la façon dont on traite les sujets, parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes. Ouais. Toi, Fred, de ton côté, sur place, tu dénotes une vraie différence de couverture médiatique? Ah ouais, complètement. Hein. Il y a certaines courses. Je suis quand même allé sur la TDS au moment où il passait sur les contamines, parce que entre chez moi et l'UTMB, c'était Chamonix, c'était ma route. Donc j'ai posé la voiture un peu plus bas et je suis monté à vélo après. Mais j'étais étonné, et je l'ai fait remarquer à plusieurs personnes, que au Contamine, j'étais le seul média à suivre la course sur la TDS. Alors il y en avait sans doute d'autres qui étaient répartis un peu ailleurs sur le terrain et qui étaient pas forcément au ravitaillement, mais c'est vrai que c'était quand même Ludo Pommeret, qui est loin d'être un inconnu et qui est comme une personnalité de ce milieu, qui était en tête, qui est en plus un bon client, on va dire, pour nous, parce qu'il a l'habitude de s'exprimer. C'est pas quelqu'un qui fait la gueule, c'est pas quelqu'un qui est avare de commentaires. Donc j'étais, oui, le seul au Contamine média à couvrir cet événement, et c'est vrai que à contrario, 4 jours plus tard, on est sans doute quand on se retrouve du côté de Courmayeur, on est au moins 200 journalistes à être en pleine nuit à suivre l'arrivée des premiers à la base de vie de Dolonne. Donc oui, il y a une couverture qui est, puis bon, enfin on le disait tout à l'heure, c'est l'UTMB à Tyr, c'est le plus bel événement au monde, à la fois en termes d'organisation, de parcours, de médiatisation, d'enjeux. Et puis moi je pense que cette année, Kilian, il fait venir 30 à 40% de personnes en plus, que ce soit des spectateurs qui viennent de Annecy, Valence, Lyon, exprès à la journée, que de médias, que de partenaires qui voient avec quelles chaussures ils courent, tout ça. Donc voilà, il y a un vrai engouement autour de l'UTMB Mont-Blanc, la course du vendredi et samedi. Et puisqu'on parle de la course UTMB Mont-Blanc du vendredi qui démarre à 18h, qui a démarré à 18h, je vais vous donner quelques petits chiffres là que j'ai regardés avant en préparant cette interview-là. Donc c'est un événement, comme tu viens de le dire Fred, un événement de renommée internationale. Hein. Moi qui écoute, je le dis encore une fois, beaucoup de podcasts anglophones américains, c'est la Mecque, hein, l'UTMB. Quelques petits chiffres, enfin petits. Tout est relatif. L'UTMB, c'est 2627 partants, 1789 arrivants, donc ça fait à peu près 32% d'abandon. On a 92% d'hommes et 8% de femmes chez les arrivants. On a une barrière horaire théorique à 46h30, et on voit que le dernier cette année, c'est Tomio Suyama, un japonais, qui est arrivé en 47h11.
Première question déjà, avant de se plonger un petit peu dans les élites, là, en parlant un petit peu des coureurs, on va dire ce qu'appellent les Américains les regulars, les coureurs réguliers. Les barrières sont difficiles, il me semble, sur l'UTMB pour un coureur régulier, il me semble. Les barrières sont plus difficiles qu'à d'autres endroits. Après, en gros, oui, l'UTMB c'est pas une randonnée, ça peut pas se faire en marchant tranquillement et en faisant un pique-nique à tous les ravitaillements et en dormant 2 heures chaque nuit. Donc effectivement, en ce sens-là, ce sont des barrières horaires qui sont pas faciles. Après, elles sont pas non plus infranchissables. Moi, mon avis personnel, c'est qu'elles sont plutôt justes, je dirais, pour rester dans un univers trail sans basculer dans quelque chose qui est trop proche du trek, par exemple. Après, c'est pas un avis qui est que tout le monde partage. Il y a des organisations du style du Grand Raid de la Réunion ou bien du Marathon des Sables, par exemple, qui font un choix totalement inverse en se disant nous on veut que les gens terminent et du coup voilà, l'UTMB c'est 46h30 j'avais en tête, mais ça a peut-être un peu changé la barrière horaire puisque effectivement le japonais a terminé en plus de 47 heures, j'ai vu. On va dire que c'est dans ces eaux-là. La Diagonale des Fous, il me semble que c'est 66 heures. Et le Marathon des Sables, on reste dans les barrières horaires tant qu'on est au-dessus des 3 km/h. Donc c'est des choix qui sont différents, c'est les organisateurs qui font ce choix-là. Moi, mon point de vue aussi, c'est que quand on s'inscrit à une course, c'est quelque chose qu'il faut regarder et il faut le prendre en considération et aller sur les courses qui fonctionnent avec le rythme qu'on choisit ou qu'on est capable de maintenir. Fred, ton côté, sur ton point de vue sur cet aspect-là, sur les barrières? Je pense qu'il y a aussi une volonté de certaines courses alors pour moi, pour être dedans depuis longtemps et de voir un peu ce qu'on peut en faire en analyse, il y a eu une époque la course au plus grand nombre de finishers. Donc c'était de coutume en fonction un peu de la météo, du nombre de coureurs qui étaient passés à la dernière barrière, de ce qui pouvait se faire et tout, qu'il n'y avait pas de risque et tout, de se dire bon allez hop là on les rallonge de 2 heures et on va gagner 200 finishers de plus et on pourra vendre ça après comme étant la course qui a le plus grand nombre de finishers ou en tout cas dans le top 5. Et puis pour revenir à ce qui est du Marathon des Sables ou du Grand Raid, c'est je pense aussi une question de logistique et d'organisation, c'est-à-dire que quand on abandonne au Grand Raid dans Mafat ou quand on abandonne au Marathon des Sables, au Marathon des Sables on est obligé d'y rester et dans Mafat il faut en sortir. Donc plus les barrières sont larges, plus finalement on a de chance de pouvoir sortir et de rallier l'arrivée dans un temps assez large, puisqu'il y a quand même presque 20 heures de plus que l'UTMB pour la même distance, le même dénivelé, même si la course est sans doute beaucoup plus dure, puisqu'elle se gagne en un temps autour de 22 heures à peu près. Mais oui, c'est... Voilà, moi, j'ai pas vraiment d'avis précis sur la chose. Après, est-ce qu'il faut être strict, pas strict chaque organisateur prend ses responsabilités en fonction de ses contraintes aussi internes et externes. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Hein. C'est une histoire de sécurité aussi, les barrières horaires. Et j'imagine qu'il y a des endroits où certaines choses sont possibles et d'autres où il est plus compliqué de laisser 20 heures de plus des gens dans un massif montagneux. Ça dépend aussi un petit peu des contraintes de chacun, c'est clair. Très bien, on va parler un petit peu de la course, de l'aspect sportif là avec les élites. Alors là aussi j'ai regardé un petit peu, on avait chez les hommes 8 athlètes à plus de 900 d'index UTMB. Kylian Jornet, Jim Walmsley, Hannes Nemberger, Thomas Evans, Thibaut Garivier, Mathieu Blanchard, Jiaju Zhao et Yang Qiao-yun. Donc pour info, on a sur ces 9 là, on en a 3 qui ont abandonné, Hannes Nemberger, Jiaju Zhao et Yang Qiao-yun qui ont abandonné, tous les autres ont été finishers. On avait 96 athlètes à plus de 800 d'index UTMB. Chez les femmes, on avait 28 athlètes à plus de 700 de cote UTMB et avec Katie Schell qui avait la plus grosse cote à 790. Qu'est-ce que ça vous inspire là? C'est alors ces cotes, c'est la starting list là, ça a montré vraiment dès le départ, on savait déjà qu'il y avait un énorme plateau cette année. Je dirais que c'est le cas tous les ans maintenant depuis je saurais même pas quand le relever, à quand remonter ça, au moins à minima à 2017 où il y avait cette fameuse
start list un peu historique, hein, c'était il y a maintenant 5 ans, avec François, avec Kylian, et puis avec Jim également qui faisait sa première apparition sur la boucle, et puis bien d'autres. Tous les ans, même s'il n'y a pas toujours Kylian et il n'y a pas toujours François, s'il faut citer les deux très grandes stars, il y a toujours un plateau qui est remarquable à l'UTMB. C'est pas pour rien que c'est le sommet mondial du trail, et que l'UTMB est ce qu'il est, c'est justifié sur le plan sportif. Et cette année a effectivement pas dérogé à la règle, bien au contraire. Il y avait une starting list impressionnante chez les internationaux et aussi chez les Français. Alors la course a plutôt souri à un des Français, on va dire un peu outsider de la course, que aux autres, mais voilà, il y avait toujours un plateau absolument remarquable. Ouais. Fred, qu'est-ce que ça t'inspire, cette starting list? Non, Florian a complètement raison. Moi, j'ai vu en vivant la course jusqu'au Contamine, en suivant la tête de course, et après en la reprenant à partir de Courmayeur jusqu'à l'arrivée, c'est que en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a toujours cette élite qui est présente, mais surtout que la densité est de plus en plus forte derrière et que les coureurs sont de plus en plus près. C'est-à-dire que nous, on avait une statistique qui était vérifiée depuis de nombreuses années. Alors, il y en a certaines qui sont plus bonnes et d'autres qui sont toujours bonnes. Celle qui est bonne, c'est de dire que en gros, c'est quand même presque celui qui a la plus grosse quotitra, ou index UTMB qui l'emporte. En l'occurrence, c'est le cas chez les hommes et chez les femmes. On voit aussi que celui qui sort en tête de Champais, c'est en gros celui qui l'emporte à Chamonix, donc c'est encore le cas. Par contre, on avait en général jusqu'à présent un taux d'abandon dans ceux que tu as cités, les 96 plus 9, les un peu plus de 100 élites, au-dessus de 800 chez les hommes. On en avait en gros 50 qui passaient à la trappe, on va dire un peu vulgairement, arrivaient à Courmayeur, en tout cas qui repartaient pas de Courmayeur. En l'occurrence, cette année, c'était absolument pas le cas, puisqu'en suivant la tête de course à ce ravitaillement entre 2h et 5h du matin, en fait, on a eu très peu d'abandon. On a eu Hans Sternberger, on a eu Sage Canaday, mais voilà, on en a eu très peu. Alors moi, je mettrais ça à la fois sur la préparation, les gens sont de plus en plus près, ça va à quoi s'attendre, mais un élément que Florian a souligné tout à l'heure qui est très important, c'est aussi en 19 ans, l'année où il y a eu les meilleures conditions météo. C'est indéniable. C'est la première année où on voit des coureurs arriver qui n'ont pas pris la pluie, qui n'ont pas pris de froid, qui arrivent à Courmayeur et qui en repartent sans gants, sans bonnet, sans veste, qui mettront même pas une veste ou des gants au passage du Grand Col Ferret à 4h30 du mat, là où il fait le plus froid, et on sait que le Grand Col Ferret, c'est un point froid. Quand il neige sur le massif, c'est là où il neige en premier. Voilà, donc c'est aussi que les conditions, forcément, elles ont été favorables. Alors peut-être que les statistiques reviendront à la normale l'an prochain, mais en tout cas, je pense que la densité et la diminution d'abandon due à la meilleure préparation pour les athlètes va aller en grandissant les années à venir, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Ouais, mais là, comme tu le dis, ça dépend aussi énormément des conditions météo, et je pense que, comme vous le dites, ça y a joué énormément. Je rappelle un petit peu les résultats. Donc, chez les hommes, Kylian Jornet, 19h49. Sa cote à 946, ce résultat. Pour info, il avait une cote à 954 sur Zegama et 949 sur la Hard Rock. Donc il a une cote inférieure à la Hard Rock sur cette UTMB. Mathieu Blanchard en 19h54 qui passe lui aussi sous les 20 heures avec une cote à 942. Tom Evans en 20h34. Ensuite, on a Jim Wamsley 4e, Zach Miller 5e. Le premier français, Beñat Marmisol en 6e position. Arthur Joyeux-Bouillon en 7e position. Jonas Russi 8e, Robert Ajna, le Roumain 9e, Thibaut Garivier 10e. Et après on a les Français qui suivent, on a Thibaut Marquet 12, Alban Verson 13, Julien Chaurier 24, j'ai oublié Alex, casquette verte 18e et Hugo Ferrari 26e. Voilà pour les hommes un petit peu ce qu'on a pu constater cette année. Qu'est-ce que ça t'inspire chez les hommes, Florian, ces résultats? Alors, par contre, tu disais premier français, il me semble que c'est Mathieu Blanchard qui est deuxième, qui est premier français, sauf s'il a une autre nationalité, la nationalité canadienne, non, il est exact. Beñat Marmisol est deuxième français, autant pour moi. Voilà, pas de souci. C'était un scénario assez, alors je parle d'un point de vue journalistique, assez idéal. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Fred, qui est très juste, mais
ce qu'on relève clairement, c'est qu'il y a eu une bagarre quasiment jusqu'au bout entre deux très beaux athlètes. D'un côté, la méga star Kylian, qui malgré tout, le public a un côté affectif avec lui très fort. Et puis Mathieu qui confirme après sa 3e place en 2021. Qui confirme qu'il est un des tout meilleurs au monde, alors qu'il avait clairement fait de l'UTMB son objectif de la saison, qui avait tout axé là-dessus, mais comme beaucoup d'athlètes finalement, et qui a su répondre présent en faisant une prestation complètement dingue. Hein. Donc Kylian fait le temps de référence en 19h49, il me semble. C'est ça. Mais Mathieu termine la boucle en 19h54, à 5 minutes de Kylian. Ce qui est une performance de très haut niveau. Mathieu, il y aurait plein de choses à dire sur Mathieu Blanchard, hein, donc qui s'est fait connaître du grand public en participant à Koh-Lanta, mais qui était déjà athlète et qui a confirmé par la suite qu'il était absolument légitime sur les épreuves de trail et qu'il n'était pas invité dans sa qualité d'influenceur. Et à côté de ça, qui visait là cette année de passer sous les 21 heures et qui se retrouve à être une demi-heure en avance sur ses temps de passage à Courmayeur, s'étonnant lui-même d'être dans une forme optimale. Et voilà. Et je pense que derrière le fait de rattraper Kylian, de reprendre Jim, qui a eu des problèmes pour s'alimenter correctement à partir de Champé. Et le fait de courir à côté de Kylian toute la fin de course ou presque, ça les a stimulés et l'un et l'autre, et ça a fait ce duel qui a participé à ce qui est des temps de référence, et qui a donné vraiment une saveur particulière à la course, parce que c'était indécis quasiment jusqu'au bout, quasiment jusqu'à la descente de la Flégère. Donc médiatiquement, c'était assez dingue, et voilà, comme je le disais, les audiences sur notre site confirment que le scénario a beaucoup plu. D'ailleurs, c'est vrai que on l'a pas dit, mais l'équipe était partenaire média parce que il y avait une couverture assez large, notamment de la chaîne télé qui a aussi rediffusé une bonne partie de la production de l'UTMB sur la chaîne, et l'intégralité sur le site web de l'équipe. Et il y a même eu une page entière dans le journal, ce qui est assez, on peut le dire, assez peu fréquent dans le journal de l'équipe. Donc voilà, un vrai intérêt du point de vue journalistique et sportif, assurément. Donc très belle course. Ça n'élude pas ce qu'ont fait d'autres athlètes, hein. Le retour de Tom Owens, la prestation de Jim qui est intéressante. Il continue de prendre de l'expérience. Il a vraisemblablement encore des choses à régler. Le fait de vivre dans les Alpes désormais une grande partie de l'année va certainement l'aider à continuer de comprendre un peu comment fonctionner pour être vraiment performant et donner vraiment tout ce qu'il est capable de donner dans l'absolu, et de l'adapter à l'UTMB. Et puis Zach Miller qui termine quand même 5e, qui revient au plus haut niveau après des années compliquées. Enfin voilà, il y aurait des tonnes de choses à dire sur ce top 5, voire même ce top 10, parce qu'il y a des belles histoires derrière chacun de ces parcours, quoi, finalement. Fred, ton côté, on parle que des hommes là. Ouais, on parlera des dames juste après, effectivement. Fred, qu'est-ce que ça t'inspire? Non, Florian, il résume parfaitement la situation. C'est vrai que si on prend historiquement l'UTMB, c'est le rendez-vous, c'est l'affrontement annuel qu'on attend tous. C'est une finale de 100 mètres de Jeux Olympiques, c'est à peu près la même chose. C'est une finale de Champions League pour ceux qui aiment le foot. Mais en attendant, c'est vrai qu'on voit que ce que je disais tout à l'heure, que le niveau monte, et c'est aussi la première fois dans l'histoire de la course qu'on a un duel qui a failli se jouer dans la dernière descente sur l'UTMB. Ça s'est joué sur d'autres courses dans le dernier kilomètre, parfois, notamment sur la TDS une année. Mais là, habituellement, bien avant Vallorcine, la course est pliée. Et là, c'est vrai qu'on savait que Kylian commençait à souffrir de crampes depuis un petit moment. Tout le monde s'est dit qu'il avait pris de l'avance dans la montée, qu'il avait mis d'abord une première attaque après Vallorcine en se disant si jamais il réagit, j'aurai aussi un terrain plus favorable et beaucoup plus raide dans la montée de la tête au vent pour peut-être mettre une deuxième attaque et prendre 2-3 minutes d'avance sur Mathieu dont il avait peur. Et bon, la première attaque a suffi, mais
je pense que jusqu'au bout, il était pas à l'aise. Moi, je l'ai vu le lendemain et il m'a dit que ça avait été très très dur la fin parce que en plus, il était quand même un petit peu souffrant et le dimanche, il était pas génial, il avait de la fièvre. Mais c'est vrai que ce final a été haletant jusqu'au bout et on aurait pu avoir presque une arrivée au sprint dans les rues de Chamonix. Voilà, on l'aura peut-être un jour avec les athlètes de demain, peut-être en 2025-2030, tellement le niveau est en train de grimper et de se densifier. Ton point de vue, Florian, sur je pense pas qu'on puisse parler de contre-performance. C'est une déception par rapport à Jim Walmsley. Quel est ton point de vue par rapport à cette 4e place? Jim, il a affiché ses ambitions très clairement en début d'année. Voilà, son objectif désormais c'est l'UTMB et il se laisse, c'est ses propres mots, 2 ans pour gagner l'UTMB. Il se laissait en début d'année 2 ans pour gagner l'UTMB. Et pour cela, il a voulu mettre toutes les chances de son côté. Donc il a déménagé dans le Beaufortin. Il s'entraîne beaucoup avec François Den. Voilà, pour, selon encore une fois ses propres termes, faciliter un petit peu ce process de venir courir sur l'UTMB, qui est pas le voyage, et puis s'acclimater vraiment aux conditions alpines, vivre ces conditions alpines. On rappelle que Jim est natif de Flagstaff en Arizona. C'est pas exactement les mêmes conditions météo qu'en Haute-Savoie. Donc voilà ses ambitions. J'ai envie de dire, il a tiré une première cartouche sur son actualité du moment. Il a joué sa chance. Il est parti tout seul en Suisse, un peu avant, mais il me semble dans le Grand Col Ferré. Il a pas réussi à aller au bout au rythme qu'il avait impulsé. Est-ce que c'est une contre-performance ou est-ce que finalement c'est une tentative qui n'a pas abouti, comme ça arrive souvent en ultra trail, et il y en aura d'autres. Moi, je vois ça plutôt comme ça, et je me dis que l'histoire sera peut-être encore plus belle, encore une fois médiatiquement parlant, s'il revient l'année prochaine et qu'il arrive à aller au bout. Même s'il allait au bout, il termine 4e, c'est pas complètement une contre-performance non plus. Donc voilà, non, je ne dirais pas que c'est une contre-performance. Il a fait ce qu'il avait à faire. Très bien. Fred, j'ai regardé un petit peu sur le top 20 là, on a effectivement 7 Français, 4 Américains, 3 Anglais, un Espagnol, un Chinois, enfin après voilà. On voit clairement qu'il y a 3 pays qui se détachent clairement, c'est les Français, les Américains et les Anglais. Oui, et on peut, si on élargit un petit peu, c'est l'Espagne, et en fait c'est vraiment les nations fortes depuis longtemps qu'on retrouve aussi sur les championnats du monde, sur les grandes courses. Voilà, il y a pas de surprise. L'Empire du Soleil Levant qu'on annonçait arriver en force sur les courses de l'UTMB, ça a été le cas en 2018 et 2019, il me semble, sur la CCC avec Miaou Yaou et son compagnon qui avait gagné. Mais depuis, c'est vrai qu'à un moment, quand j'ai suivi la course jusqu'au Contamine, dans le groupe de tête des 10, on avait 3 Chinois, et arrivé à Courmayeur, il n'y en avait plus qu'un, et à l'arrivée, il n'y en a plus dans le top 10. Donc ils sont là pour apprendre. On sait que c'est comme les Kenyans en marathon, ils sont très forts, ils sont beaucoup. Donc un jour ça le fera. Voilà, c'est intéressant. Il y aura d'autres. J'ai vu qu'il y avait aussi un Thaïlandais qui était dans le top 15 du côté de Courmayeur. Enfin, voilà, on voit toutes ces nations qu'on ne voit qu'ici, qu'on ne voit qu'à Chamonix. Pour eux, c'est un objectif, comme on se fait l'objectif d'aller faire le marathon de New York, ou Berlin, ou d'autres grandes épreuves dans d'autres sports. Donc voilà, c'est ça. Et pour revenir à Jim, je pense qu'il y a quand même un clin d'œil à faire, c'est que depuis 2013, tous les vainqueurs de l'UTMB, même un petit peu avant, sont des skieurs alpinistes, ou en tout cas des skieurs. Même Pau Capel fait du ski de randonnée l'hiver. Donc aujourd'hui, on a l'impression, et encore Cathy Scheid le confirme cette année, mais on a quand même le sentiment qu'il faut peut-être passer par les skis pour y aller. On attendait Aurélien Dunant-Pallas, qui est un skieur alpi, malheureusement fracture de fatigue. Et ben c'est un autre qui le remplace, c'est Arthur Joyeux-Bouillon, qui a beaucoup de dénivelé positif du côté de la Rosière l'hiver. Voilà, donc là, le petit clin d'œil, c'est que Jim a prévu de se mettre au ski de rando cet hiver. Donc c'est peut-être en fait un nouveau duel François Daen, Jim Walmsley.
qui sera un duel de voisins, puisqu'ils sont voisins à 20 mètres près. Mais voilà, c'est peut-être par ça qu'il va y arriver. Et on verra l'an prochain, peut-être au même moment, à la même heure, si on en tire les conclusions, de quel skieur alpiniste aura gagné l'UTMB 2023. C'est d'autant plus vrai ce que tu dis, Fred, que Kilian Jornet est avant tout un skieur alpiniste. Hein. Il a d'abord fait du ski alpinisme et il faisait avant tout les saisons de ski alpinisme il a été 8 fois champion du monde, il me semble, avant d'être un trailer. Et François Den est également un skieur alpiniste, alors qu'il a commencé vraiment sur un côté un peu découverte, quasi amateur sur ses premières Pyramenta, et qui aujourd'hui est en équipe B de l'équipe de France de ski alpinisme sur les Coupes du Monde. Donc on peut effectivement dire que quasiment tous les athlètes qui performent aujourd'hui en ultra utilisent à minima le ski alpinisme en hiver pour continuer à s'entraîner, et probablement que ça a un effet direct sur leur performance en été. Je pense au froid, je pense à la lucidité aussi, hein, au ski alpinisme. C'est technique, le ski alpinisme, il faut être hyper lucide, même en plein effort. J'imagine que ça aide beaucoup à être performant l'été. Très bien. Juste, alors je le répète, mais vous avez mis en avant cet aspect-là tout à l'heure. Les conditions étaient parfaites, mais juste pour mettre un petit peu dans le contexte, la performance de François Dan l'année dernière en 20h46 l'aurait placé à la 4e place. Alors, vous allez me dire, oui, je vous entends de là, on peut pas comparer ce qui est pas comparable, je vous l'accorde. Mais malgré tout, j'avais envie de le dire, ça montre aussi quand même, par certains côtés, qu'il y avait quand même une certaine compétitivité cette année. C'est sûr. Vas-y, Fred. Non, juste un truc, c'est que François en 2021, comme Pau Capel en 2019, en fait, ils avaient pris la décision de faire la course à leur compte. Et je me souviens, c'est que arrivés aux Ouches, ils étaient déjà tous les deux en tête et ils ont pu quitter la tête de course. Donc, ils n'ont jamais été poussés dans leur retranchement comme ont pu l'être cette année. Moi, j'ai eu la chance de suivre la course jusqu'au Contamine, jusqu'à la tombée de la nuit, vraiment dans le groupe de tête pour le faire vivre sur la Web TV. Et c'est vrai qu'on a eu Pau Capel qui était d'abord seul en tête, après Kilian est revenu, après ils sont revenus avec Jim, puis Jim il a posé une grosse attaque avant les Contamines, ils ont lâché Pau Capel et Mathieu Blanchard. Voilà, donc toute la course ils se sont attaqués. Et c'est vrai que ça a à la fois contribué à ce qu'il y ait un très bon chrono, et puis à ce que je pense que sur une année où François était là, sans ayant fait la Hard Rock, je pense que c'était le duel royal, c'est sûr. Alors espérons que l'an prochain Kilian revienne et qu'on ait le plateau avec un François qui viendra peut-être essayer d'accrocher une 5e victoire. Ça promet d'être excitant tout ça. Chez les femmes, du coup, on a Katie Scheid, l'américaine, en 22e au scratch, en 23h15, avec une cote UTMB Index sur cette performance à 807. C'est exactement la même cote que celle qu'elle a eue au Val d'Aran. Deuxième dame, on a Marianne Hogan, la canadienne, qui finit 40e au scratch en 24h31. Pour info, Marianne Hogan aurait fait une 18e place au scratch l'année dernière avec ce temps-là. Et en 3e position, on a Caitlin Gerbin en 25h07. Florian, qu'est-ce que ça t'inspire chez les dames? Chez les femmes en ultra trail, il y a une méga star qui domine quand même la question depuis quelques années, qui est Courtney Dauwalter, qui donc a gagné l'UTMB 2 années de suite là en 2019 et 2021, qui était pas là, qui a fait le choix de faire l'impasse, qui a fait d'autres belles choses cette année, la Hard Rock, et puis qui sera sur la Diagonale des Fous. Clairement, le mute, elle a fait le mute aussi. Elle a fait le mute aussi, exactement. Elle en a fait bien d'autres, mais dans les grandes affiches. Elle est plutôt boulimique de course, Courtney dans ses saisons. Clairement, ça ouvrait la course, ça laissait de la place pour d'autres athlètes. Et Katie Scheid était bien déterminée à tenter sa chance. On l'a vu, elle est partie vite et tôt. Elle l'a vraisemblablement un peu payé au 2e tiers de la course, où elle a eu un gros passage à vide là en Suisse, où elle se fait rattraper par la Canadienne Marianne Hogan, il me semble.
Et puis derrière c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Alors on a beaucoup dit qu'elles s'étaient battues. Elles disent qu'elles sont pas forcément battues, qu'elles ont eu tour à tour des moments de défaillance et que chacune a bénéficié finalement des défaillances de l'autre. Voilà, Marianne a eu des petits pépins physiques en fin de course qui lui ont pas permis de finir devant, de rattraper Cathy. Et donc Cathy a réussi à s'imposer. Voilà, c'était une belle course féminine, aussi finalement du coup incertaine. Alors moins que chez les hommes, mais quand même il y a eu de l'incertitude, il y a eu du challenge, et avec de nouveau une américaine qui gagne. Hein. Alors ça n'est jamais arrivé chez les hommes, mais c'est arrivé relativement fréquemment chez les femmes. Donc voilà un petit peu ce que moi je peux en dire. Ouais. Fred, ton côté? Oui, 5e victoire américaine sur l'UTMB, 12 femmes différentes à avoir remporté les 19 éditions, puisque Lizzie Hawker en a remporté 5. Chris Simmel, la première édition 2003, je crois. Chris Simmel en a remporté 2. Nikki Kimball aussi, Rory Bozio 2, Courtenay 2. Donc voilà, elles sont 5 femmes. Et puis après, il y a 3 Françaises qui ont remporté aussi la course. Hein. Voilà, Nathalie Mauclair, Karine Herry et Caroline Chavreau. Bon voilà, c'est je pense, comme le dit Florian, il y avait une fenêtre de tir cette année parce que le plateau était un petit peu moins relevé, il manquait la méga star. On assiste aussi à un petit problème conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a aussi un manque de renouvellement des féminines sur l'ultra trail. C'est un sport très exigeant. On voit aussi que les dames, elles ont aussi parfois des enfants, elles construisent une famille, donc c'est pas évident de revenir au meilleur niveau. On voit aussi que les problèmes physiologiques féminins sont pas forcément ceux des hommes, même si les hommes ramassent entre guillemets beaucoup à faire une forte pratique. On voit que les femmes, souvent, elles ont 1-2 années au haut niveau et après elles ont du mal à revenir. Je pense notamment à Mimi Kotka, qui a eu une année creuse en 2020-2019 et qui revient en 2021 avec une 3e place, qui cette année est contrainte à l'abandon. Donc voilà, c'est compliqué chez les féminines. Cathy, elle fait une course superbe. Elle avait annoncé qu'elle ferait vraiment aux sensations. Donc on l'a vu partir très très fort. Hein. Moi, j'ai fait un pointage après Saint-Gervais. Je crois qu'elle avait 6-7 minutes de retard sur la tête de course homme après 2 heures, un peu plus de 2 heures de course. Elle l'a payé après, sans doute. Elle a bénéficié d'une petite blessure aussi de Marianne Hogan qui aurait sans doute challengé et relancé un peu le duel jusqu'à l'arrivée. On s'attendait presque à avoir un duel aussi fort et aussi proche chez les hommes que chez les dames. Bon, finalement, elle a repris le lead de la course et puis Marianne a pu s'accrocher à sa 2e place. Mais ouais, il y a un petit manque quand même de densité chez les femmes et puis de renouvellement de génération. Et puis, force est de constater qu'on avait aussi des Françaises qui avaient quand même une vraie chance de pouvoir aller accrocher le podium. Audrey Tanguy qui visiblement était prête, mais a un gros souci de gestion de pression, de gestion de l'événement. Pour elle, c'est un événement très fort, mais il faut qu'elle apprenne dans le temps à gérer ça. Manon qui était plutôt une outsider, mais qui, on va dire, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés parce qu'elle est nutritionniste dans la vie et en fait son problème sur cette course ça a été la nutrition. Donc voilà, c'est ça. Et puis une athlète qui avait fait 3e, qu'on n'avait pas forcément vu aller chercher un top 5, c'est Jocelyne Poli qui fait la course régulière parfaite en toute discrétion et puis qui vient chercher une magnifique 4e place et il me semble probablement une petite qualification en équipe de France au passage. Ok, très bien. Je souhaite passer un petit bonjour à deux connaissances, Samir Tazi qui fait 45e et Sébastien Henry qui fait 56e, je les salue bien bas. Petite question de Ben de la Guadeloupe, un soutien Patreon. Alors il me pose la question, comment expliquez-vous le niveau élevé des performances générales sur l'UTMB cette année comparé à 2021? On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est de votre point de vue c'est en grande partie dû à la météo mais pas que, si j'ai bien compris. Ou est-ce que c'est une professionnalisation de la discipline aussi de plus en plus importante? C'est sûr que ça joue. Pour moi, l'explication numéro 1 de la vitesse de cette course, effectivement, la météo était bonne, ça c'est la base.
mais c'est le duel, c'est la compétitivité. Fred l'a très bien dit. Quand t'as deux athlètes qui se tirent la bourre jusqu'au bout quasiment, ça fait aller plus vite parce que quand t'as un athlète seul devant avec une demi-heure d'avance en Suisse, bon ben c'est de la gestion après. Donc ça explique. Après oui, il y a les athlètes se professionnalisent de plus en plus. On est encore loin du compte par rapport à d'autres grands sports. Hein, et quand même, Ludovic Pomeray, il gagne la TDS. Il n'est pas un professionnel du trail. Et finalement, ceux qui font ça à 100%, ils sont pas nombreux. Ils existent, mais ils sont pas très nombreux. Il y en a beaucoup qui peuvent absolument pas se le permettre. Et on évoquait la différence chez les femmes. Je pense que chez les femmes, c'est encore plus vrai. Des professionnels du trail chez les femmes, il y en a très 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 peu. Et clairement, dans un sport, ça a un lien direct avec la haute performance et la capacité qu'ont les athlètes à bien se préparer et à être serein le jour d'une course. Donc voilà, la professionnalisation dans le trail, elle est souvent vue comme quelque chose qu'il faut absolument éviter, comme un facteur de problème, quelque chose qui va apporter du dopage, etc., qui va salir un peu l'image du sport. Ça peut emmener certains aspects comme de ce style, mais ça va aussi permettre aux athlètes de préparer plus sereinement et d'arrêter de jongler entre une carrière sportive, une carrière professionnelle, et ça peut surtout les tranquilliser et leur permettre vraiment de se concentrer sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Très bien. J'aimerais élargir un petit peu, alors pour terminer avec cet entretien entre nous trois, le débat, le sujet sur plutôt l'aspect UTMB événement, hein, et le replacer dans un contexte UTMB World Series, qui est le nouveau format de circuit de l'UTMB. De votre point de vue, donc là on est d'accord que c'était la dernière année où on n'était pas dans le cadre où on n'était pas encore dans le cadre de l'UTMB World Series avec les systèmes des Running Stone, des finales, etc. De votre point de vue, là, cette année 2022, déjà, est-ce que ça a été un succès médiatique et est-ce qu'on va droit vers une réussite de ce nouveau format de circuit? Réussite médiatique, en tout cas, de notre côté, et je laisserai Fred parler pour ces supports, c'est une évidence. Comme je le disais, on a eu 40% de plus d'audience que l'année dernière, alors que c'était déjà une belle affiche l'année dernière. On a la chaîne a diffusé l'événement, le journal en a parlé, et on a un total de pages vues sur on va dire l'univers UTMB cette année qui dépasse largement le million. Du coup, oui, c'est un succès médiatique. Moi, l'autre chose qui m'a frappé, c'est la course aux marques, la course des marques vers toujours plus d'activation et de visibilité et d'activation sur cette semaine-là. Voilà, il y a ça aussi. Alors Fred a un recul beaucoup plus important que moi là-dessus, mais même moi, hein, mon échelle de cette année, on va dire, d'observation, je vois des énormes différences. Et cette année, ça a vraiment passé encore un cap. Le changement de partenaire titre y a contribué. Le rachat d'une partie par le groupe Ironman a certainement aussi joué. Hein. Il y avait des changements dans la gestion marketing de l'événement qui, sans doute, pour connaître aussi un petit peu l'univers Ironman, est en lien avec ça. Donc oui, on est sur du toujours plus de marketing à l'UTMB. Est-ce que, alors encore une fois, il n'y a pas de jugement. Il y a des gens à qui ça convient bien. On voyait des longues files d'attente aux caisses des shops de merchandising. Et puis des coureurs. Voilà, il y a eu une activation un peu particulière à Notre-Dame de la Gorge, là au tiers de la course, où il y avait une allée de lumière qui s'enfonçait vers la nuit, qui, pour ceux qui ont connu l'endroit il y a encore quelques années, était un petit peu, on va dire, singulier. Certains l'ont appelé le Tomorrowland by UTMB. Voilà, ça faisait un petit peu parc d'attractions. Il y avait une musique de jeux vidéo, il y avait un drone qui volait, qui faisait des images tout le temps. C'était un peu particulier. Mais force est de constater que les athlètes, la plupart des athlètes qui rentraient dans ce tunnel de lumière, ils avaient le sourire. Il y a, voilà, encore une fois, il y a du bon et du moins bien sur ces évolutions. Ce qui est sûr, c'est que ça change et que ça va vers toujours plus de présence des marques et de puissance marketing autour de cet événement. Fred, je suis curieux d'entendre ton point de vue sur
cette édition 2022 et l'arrivée vers le nouveau circuit? Bah, de toute façon, l'UTMB 2022, c'est l'année des superlatifs. On était 450 accrédités, dont vous faisiez partie tous les deux, que ce soit des gens qui font des podcasts, des influenceurs, des blogueurs, des journalistes du monde entier. Donc l'an dernier, c'était 300. Donc voilà. Alors on sait qu'il y a un effet Kylian Jornet. Il y en a peut-être 50 qui sont venus que parce qu'il y avait Kylian. Mais voilà, c'est l'année des superlatifs en termes de médias. Comme le disait Florian, c'est à la fois en activation, mais moi j'irais même un cran plus loin. C'était sans doute l'année où il y avait le plus de responsables marketing, de responsables de développement, de responsables de chefs de projet, de toutes les marques qui étaient là, tous là. C'est sans doute la première fois où tous ces gens-là se retrouvaient à Chamonix. Donc c'est à la fois la place forte de l'événement, mais aussi la place forte des rencontres. Il y avait plein de soirées dans plein d'endroits. C'était la première fois où je soupçonne même certains d'avoir une accréditation pour aller qu'aux soirées. Parce que je n'ai pas vu beaucoup sur le terrain. Alors, on peut facilement faire que ça toute la semaine. Hein. Ouais. Il y en a peut-être qui critiqueront, donc qui se dévoileront. Mais en tout cas, j'en ai vu beaucoup plus sur les soirées que sur le terrain. Voilà, il y avait beaucoup de médias, beaucoup de sport, beaucoup de tout était plus cette année. Oka y est pour quelque chose, Ironman y est sans doute pour quelque chose. Kylian a fait évoluer le sport depuis 2014, il l'a boosté, il l'a fait connaître, il l'a médiatisé, il a créé sa marque Kylian Jornet autant que trail running. Donc voilà, c'est pour moi c'est une année incroyable. Je pense qu'on a encore des années incroyables à vivre. On est loin du parapluie avec Catherine Poletti devant la poste. Ah, on est loin de. Alors moi, j'ai toujours mon parapluie. On est toujours là avec Catherine, c'est sûr. Mais les deux barrières où il n'y avait pas une banderole dessus et la petite cabane en bois où on se mettait dedans, tout ça, ça a disparu. Voilà. Donc non, c'est une chouette évolution des 20 ans qui seront fêtés l'an prochain, hein, les 20 ans de la course 2003-2023. Mais en attendant, moi je trouve ça chouette pour le sport. C'est aussi chouette qu'une chaîne comme l'équipe puisse s'y intéresser. J'espère qu'ils renouvelleront l'expérience là-dessus. Et puis qu'on puisse le montrer au grand public et puis en faire l'événement majeur de notre passion, quoi. Voilà. Je pense quand même que la retransmission sur la chaîne L'équipe, qui est en passant une chaîne publique entre guillemets gratuite, ça va faire passer le sport aussi petit à petit dans un autre monde, quoi. Bien sûr, je sais pas si ça va faire passer le sport dans un autre monde. En tous les cas, il y a le fait qu'une chaîne comme la chaîne de l'équipe prennent autant de temps prennent autant de temps de leur antenne pour passer notre sport prouve que il y a un réel intérêt. Ils font pas ça par hasard, et c'est que ils ont observé depuis maintenant une demi-décennie l'évolution, la montée vertigineuse des audiences sur nos supports sur ces questions-là. Voilà, aujourd'hui, le trail, c'est le sport numéro 1 des sports outdoor dans l'équipe. Et pour compléter ce que disait Fred sur l'événement UTMB, moi qui ai eu la chance d'aller sur plein d'autres événements de l'outdoor ces 7 dernières années, je ne vois rien de comparable aujourd'hui dans l'outdoor à ce qu'est l'UTMB. Je suis allé sur des étapes de la WSL en surf, sur des étapes du Freeride World Tour. Même un Ironman? Sur des championnats du monde d'escalade, dans des Ironman. Non, parce que je suis jamais à la Kona, donc je vais pas comparer ce que je ne sais pas comparer. Jamais à la finale au championnat du monde Ironman. Néanmoins, il y a pas un tel focus médiatique sur un Ironman en France que sur l'UTMB cette année en tout cas, qui a vraiment passé un cap. Et personnellement aussi, malgré tout ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution marketing qui peut être un peu effrayante à certains égards, je me réjouis aussi de voir que notre sport gagne en visibilité et continue d'inspirer de plus en plus de gens qui chez eux vont avoir envie de s'y essayer. Et là-dessus, je dirais une chose, attention, l'UTMB c'est une chose, mais il n'y a pas que l'ultra dans la vie. Le trail, c'est très bien aussi 1 heure autour de chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller faire 40 heures. Donc voilà, il y a cet autre écueil. Attention de ne pas être inspiré que par une course de 100 miles.
on peut aller courir 10 km et prendre beaucoup de plaisir et s'accomplir là-dedans. Il n'y a pas besoin forcément de finir l'UTMB pour faire du trail. C'est mon cheval de bataille dans le podcast, on en parle très 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 souvent. Donc je suis absolument aligné avec ce que tu viens de dire. J'aimerais qu'on parle enfin pour terminer du système qualificatif qui va avoir lieu l'année prochaine. J'ai une question d'ordre plutôt général. Plutôt sur deux aspects. Sur l'aspect plutôt élite, j'ai de mon point de vue l'impression que ce système de qualification, alors je rappelle avant, il me semble, vous me dites si je me trompe, mais quand on dépassait un certain index ITRA, on avait la possibilité de participer à l'UTMB sans passer par un tirage au sort, et aujourd'hui les élites ont malgré tout, avec ce nouveau système, l'obligation de se qualifier par divers moyens. On va pas rentrer dans le détail, j'avais fait un épisode avec Michel Poletti. Et d'un autre point de vue, on a l'aspect plutôt trailer régular qui oblige entre guillemets les ultra trailers à passer par des courses référencées UTMB, et là qui peut être un peu plus complexe. Donc je suis un peu partagé avec ce système de qualification qui semble un peu plus égalitaire d'un point de vue élite, de mon point de vue, mais un peu plus compliqué en termes d'obtention de billets pour participer à l'UTMB d'un point de vue coureur régulier. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred? Alors c'est vrai que le problème de collecter des running stones, même pour les élites, s'avère être peut-être problématique, parce que ça les oblige à être focus sur un ou deux événements by UTMB dans l'année. Donc si Queen le premier, ils sont obligés d'aller au deuxième. Alors j'ai pas d'infos officielles non plus, mais c'est vrai qu'on a entendu qu'il se murmurait que l'ancien système, avec une qualification automatique à partir d'une certaine cote ITRA, pourrait peut-être être réfléchi et revenir sur le devant de la scène pour éviter justement à la fois que des coureurs parcourent le monde pour juste aller chercher 2 running stones, mais aussi puissent aller sur d'autres événements parce que leur notoriété doit aussi bénéficier à l'ensemble du monde du trail running. Donc voilà, je pense qu'il y a une réflexion qui est menée aussi. Tu penses qu'on reviendrait à un fonctionnement à mi-chemin entre l'ancien système et celui qui était prévu? De ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est pas une idée qui est balayée et mise dans un carton. On aura sans doute aussi des infos prochainement là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que typiquement un coureur qui est blessé cette année mais qui est de très bon niveau et qui veut reprendre l'an prochain, qui fait un 50 bornes puis un 100 bornes et qui se retrouve pas qualifié pour l'UTMB et qui s'appelle par exemple Dimitri Mitayev ou Hans Nannberger, comment on fait avec ces athlètes-là s'ils sont au top de leur forme? Peut-on aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de professionnalisation, moi je rejoins complètement Florian, aujourd'hui force est de constater que les coureurs qui s'imposent sur la CCC ou sur l'UTMB sont tous professionnels. Ils n'ont pas une activité à côté. C'est tous des gens qui ont planifié leur saison, qui ne font que ça, qui ont le temps de récupérer et qui gagnent leur vie avec ça. Alors petit bémol, c'est sûr que Ludo Pomeray, il travaille à l'aéroport de Genève. Que Blandine Lirondelle, elle bosse 7 jours par mois. Alors elle travaille. Mais voilà, que Thibaut Garivier, il a aussi un emploi du temps très très souple. Ils ont tous, mais en tout cas ceux qui gagnent, les 3 premiers, sont des professionnels qui ne font que ça. Et dans une certaine mesure, comment peut-on les empêcher d'être au départ d'une course juste pour une histoire de running stone, parce que c'est leur métier finalement. Voilà. Donc je pense que c'est tout plein d'échanges, tout plein d'éléments à prendre en compte par rapport à ces élites. Et puis pour le reste, on va dire pour le coureur régulier, c'est vrai que se pose la question d'aller faire des courses on va dire par grande région du monde, c'est-à-dire la région Europe, la région Asie, la région Amérique, mais ça nécessite beaucoup de déplacements aussi. En termes de bilan carbone, on sait là que l'avion c'est le pire, c'est vraiment le fléau. Donc c'est vrai que l'autre jour, quand je me suis entretenu avec Kylian dans l'interview qu'on a diffusée, lui, il propose aussi qu'il y ait une réflexion de mener là-dessus pour qu'on essaye de concentrer
les circuits au plus proche des bassins de population et qu'on fasse pourquoi pas des qualifs par pays ou par grande région plutôt que de voir des Chinois aller faire des courses en Patagonie et des Européens aller faire des courses en Thaïlande et au Canada. Voilà, c'est aussi ça. Et comme je le disais tout à l'heure pour la vallée de Chamonix, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte à la fois pour notre sport et à la fois pour la planète. Et paradoxalement, comme on en parlait l'autre jour aussi avec Kylian, c'est le trail running, c'est le sport dont les pratiquants ont la plus grande conscience et le plus grand affect vis-à-vis de l'environnement, mais c'est aussi ceux qui ont le bilan carbone qui ont le plus gros impact. Parce que justement, ils sont obligés de voyager beaucoup par rapport à d'autres sports ou qui sont organisés en région, en interrégion, en national, en international après. C'est vrai que nous, on revient aussi toujours à ce fameux débat de Golden Trail, de Skyrunning, de WMRA, de I2AF, de World Series, où en fait, tout est un peu mélangé. Et c'est vrai qu'une bonne concertation ferait pas de mal à la fois à la planète et peut-être à la santé des coureurs et à l'économie du trail aussi. Très bien. Florian, pour terminer avec ton point de vue sur cet aspect. Ouais, sur l'aspect environnemental, Fred a dit tout ce qu'il fallait dire. Je souscris pleinement à ça. J'ai la petite sensation quand même que l'UTMB World Series a essayé de mettre des courses qualificatives dans le plus d'endroits du monde possible pour éviter ça. Néanmoins, on est quand même toujours sur un schéma où l'idée c'est de se qualifier pour une course qui a lieu à un endroit précis et qui fera venir les gens de partout dans le monde. C'était le cas depuis longtemps pour Ironman qui fait venir tout le monde à Hawaï. C'est peut-être encore plus fou finalement que à Chamonix. Mais d'ailleurs, c'est là où je veux en venir. Le parallèle avec Ironman, pour moi, il est essentiel quand on veut comprendre ce qui se passe. L'UTMB World Series, c'est la copie du fonctionnement Ironman, c'est-à-dire que on va gagner son slot, son dossard sur une course du groupe et pour être qualifié pour la course phare qui est attractive parce qu'elle a une renommée. Kona pour le triathlon, c'est là où est né le triathlon. L'UTMB, on pourrait presque dire, même si historiquement c'est faux, mais que c'est là où est né, en tout cas que l'aura de l'ultra trail est née. Donc c'est absolument comparable et du coup les schémas sont désormais identiques. C'est une stratégie business. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une stratégie business qui est très pertinente d'un point de vue business puisque on garde les coureurs dans les courses qu'on chapeaute et dont on tire les bénéfices. Et puis c'est une façon de gagner de l'argent. C'est pas forcément un gros mot. L'UTMB Group, c'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent, qui est passionné, ça n'enlève rien à la passion, ça n'enlève rien à tout ce qu'est la course et à tout ce qu'elle évoque chez les gens et à toute la passion du couple Poletti. On a vu Michel qui prenait encore le départ de l'UTMB, donc s'il fallait un témoin de cette passion, il est là. Néanmoins, voilà, c'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent et qui tente un nouveau business model pour se faire en copiant quelque chose qui existe déjà et qui fonctionne vraisemblablement du côté du triathlon. Ok, Fred, Florian, je vous laisse la parole pour si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se sépare. On a déjà dit beaucoup de choses. Ah oui. Moi, je tenais à dire que personnellement, alors encore une fois, j'ai pas vu autant d'éditions que Fred, mais ça a été certainement la plus belle édition de l'UTMB à laquelle j'ai assisté. Effectivement, l'évolution de l'événement avec tout ce que ça ramène comme acteur, ça a aussi un point positif, c'est que c'est devenu un grand rendez-vous où tous les passionnés et tous les acteurs du milieu se retrouvent, et ça c'est assez formidable. Et que en plus on a eu une épreuve magnifique avec des athlètes qui ont fait des choses absolument remarquables et que on a beau disserter 107 ans sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée de la course, tout le monde, représentant de marque, simple passionné, attaché de presse, journaliste, on avait tous un peu le cœur serré et la larme à l'œil parce que ça reste du très beau sport qu'on a vu la semaine dernière et c'est bien tout là le sujet. Tout à fait. Fred, si tu veux conclure, après ce merveilleux message de Florian.
Non, c'est plus un appel que je lance depuis quelques années et que j'avais déjà réalisé une fois. C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut vraiment que les acteurs de ce monde puissent, c'est mon avis, mais puissent se mettre autour d'une table et essayer d'organiser les saisons, d'organiser le sport d'une façon générale, à la fois d'organiser du côté des grands rendez-vous. En cyclisme, on a des grands rendez-vous. En biathlon, en ski, on a des grands rendez-vous, des championnats du monde, des épreuves mythiques, Kitzbühel. En cyclisme, c'est le Tour de France, Paris-Roubaix, Milan-San Remo. Donc voilà, qu'on sache à un moment qu'il y a des grandes épreuves, les majors, qu'on ait des circuits, mais que tout le monde puisse se parler pour qu'on puisse avoir aussi des belles confrontations, que les coureurs puissent être préservés, qu'ils puissent être aidés pour rentrer dans un monde peut-être un peu plus professionnel, et que tout ce monde-là puisse se parler. Et puis surtout, aussi continuer à ce que les coureurs nous fassent rêver et qu'on ait toujours, en gros, cette grande famille, même si parfois c'est compliqué de parler d'un esprit quelconque, trail, d'un esprit truc. Mais en tout cas, on sait que tout ce milieu-là, comme le disait Florian, c'est aussi le monde des marques qui travaillent beaucoup pour améliorer les produits. C'est le monde de la presse qui travaille beaucoup et qui fait parler, qui fait rêver les gens. C'est le monde des bénévoles, le monde des secours. Et tout ce monde-là arrive quand même au fond à se parler pour arriver à des grandes épreuves comme celle-ci. Donc pourquoi est-ce que le monde des organisateurs et le monde des circuits n'arriverait pas un jour à se parler pour arriver à ce qu'on médiatise encore plus? Est-ce que l'équipe ou d'autres grandes chaînes puissent se dire, ok, super, on a 5 grands rendez-vous dans l'année, et ces 5 grands rendez-vous-là, on les médiatise parce que c'est un sport qui fait rêver les gens, qui est beau, qui est propre. On sait qu'on aura les grands coureurs à ce moment-là. Et voilà, moi j'en appelle à ça pour que vraiment on puisse essayer de construire un sport joli, propre aussi. J'insiste là-dessus parce qu'il faut qu'il le reste. Il y a le programme Quartz, mais si je pouvais aussi lancer un petit cri d'alerte, c'est que je trouve dommage que sur un UTMB, l'épreuve mondiale, il n'y ait pas eu de contrôle antidopage à l'arrivée. Voilà. Alors c'est pas de la faute de l'organisation puisque c'est la FLD. La WADA qui fait ça, mais en attendant, c'est quand même dommage que parfois sur des épreuves de quartier, on ait des contrôles antidopage et que sur l'épreuve numéro 1, qui est la vitrine du monde du trail, il n'y ait pas eu de contrôle antidopage. Voilà, c'est un peu. Mais en tout cas, j'en appelle à ce que tout le monde puisse se parler, s'écouter, communiquer et construire ensemble le sport de demain. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier, messieurs, parce que vous savez aussi faire la place, vous médias un peu plus importants, à des petits médias comme nous. Je le répète encore une fois, je suis pas journaliste, j'ai pas de carte de presse et vous savez malgré tout être à notre écoute, nous petits médias, et donc ça c'est tout à votre honneur, et comme tu dis, on communique et ça c'est chouette. Et je remercie aussi l'UTMB de m'avoir fait une petite place cette année au sein de cet événement que j'ai vécu avec grand plaisir. Et puis comme tu le disais, je suis persuadé qu'il faut qu'on communique et il faut qu'on soit sincère et franc toutes et tous les uns avec les autres, et puis ça fera évoluer notre sport. Donc je vous remercie tous les deux particulièrement. Et merci à toi, Nico. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis peut-être à l'année prochaine sur l'UTMB ou sur les Templiers ou sur la Maxi Race ou sur d'autres événements, en espérant vous croiser. Salut. Ciao. Et voilà, cet épisode, ce débrief un peu spécial est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié nos échanges. Et puis je tenais une nouvelle fois à remercier Fred et Florian pour le temps qu'ils m'ont et qu'ils nous ont accordé. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, vous tapez Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Vous pouvez également me suivre sur Strava. Et puis, comme je l'ai dit et je le répète, si vous souhaitez donner un petit coup de main au podcast, eh bien n'hésitez pas à aller noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis surtout, parlez-en autour de vous, c'est ce qui fait grandir la communauté. Et puis j'espère que nous serons de plus en plus nombreux autour du LTP. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut